Bonjour Valérie Carnois, Salut. ça va? Ouais, super. Super. Bah, écoutez, je suis ravie de vous voir parce que, on va parler de La Danse des renards, votre premier long métrage qui sort en salle le, 18 mars, déjà mercredi prochain. Vous êtes un réalisateur et scénariste, belge. Vous avez réalisé, 2 courts métrages, Ma planète en 2018 et Le Titan, en 2021. Pour, La Danse des renards, vous avez, reçu, 2 prix, heu, à Cannes, dans la quinzaine. Le label, Européenne, Cinéma, si je ne me trompe pas et le prix coup de cœur, surtout. Le prix de la SACD, ouais. Surtout, ça devait être quand même, Bah, quelque chose d'important. surtout le prix Europa parce que ça mettait en compétition tous les films européens qui étaient à la quinzaine. Donc c'était d'une certaine manière le prix du meilleur film européen, bien que voilà, c'était un jury qui a décidé, c'est une subjectivité. Mais en tout cas, c'était pas mal. Ça popularisait le film un peu partout en Europe, car ce prix permet, il rend en tout cas l'accès au film plus facile pour les différents cinémas étrangers. Mais puis j'imagine que vous, vu que c'est vo enfin, toi, on va se tutoyer, vu que c'est ton premier er long métrage aussi, ça a dû être une sorte de validation? Enfin, que Cannes l'était déjà, hein. Tout à fait. Maintenant gagner un moi, pour moi, le prix, c'était d'aller à Cannes, de découvrir cette, ambiance, et puis voilà, les prix, ça a fait que confirmer la chose. Mais clairement, oui, c'est une validation. Je sais pas si aller à Cannes, c'est aller dans le meilleur festival, le plus grand festival. Je pense qu'ils sont tous bien, ces grands festivals, que ce soit le Carnot, Berlin. Bon, je vais pas tous les citer parce que je les connais pas tous, mais en tout cas, voilà, ça valide quelque chose, ça confirme quelque chose. Ouais, dans une société, il y a rien à faire de validation, hein. Tu peux pas prendre un produit pour ce qu'il est et dire, ben voilà, il faut quand même qu'il y ait, des labels qui viennent, s'y coller pour nous faciliter la tâche. Parce qu'on est confronté à tellement d'œuvres. Carrément. Et puis justement, bah, cette œuvre, La Danse des renards, où vous avez décidé de nous ancrer directement dans un internat sportif, où on voit un jeune homme, prometteur, Camille, qui, va avoir un accident mortel, enfin presque mortel, hein, et qui va être sauvé par son meilleur ami, Matteo. Et finalement, vous abordez aussi un thème très important auquel on reviendra plus tard. C'est aussi, la blessure, l'invisibilité aussi de cette blessure du sport, l'adolescence et aussi, moi en tout cas, j'ai l'impression du regard des autres, par rapport à l'adolescence qui est une personne, cruciale, chez une personne et chez un homme encore plus dans ce milieu. Ouais, bien sûr. Maintenant, l'accident, c'est pas l'accident n'est pas très important dans l'histoire. Donc, au final, de cet accident, il ne va rien véritablement lui arriver. C'est juste que son ami va l'amener à l'hôpital parce que voilà, il va faire une chute, mais il va être bien amorti. Ce qui, moi, m'intéressait plus, c'est l'après, après cet accident. Et donc, c'est comment son psychique allait gérer cet accident et qu'est-ce qui allait en arriver. Donc, tu parlais d'invisibilité. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est pas l'accident qui génère la douleur, ce qui va générer la souffrance et la douleur. Donc, il va avoir, d'une certaine manière, une blessure invisible, une souffrance incompréhensible. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'est qu'il y ait quelque chose d'inexplicable et qui va comme ça, d'un coup, le terrasser. Et justement, quand enfin, sur vos précédents, courts-métrages, vous parlez du coup aussi de la masculinité, des corps aussi, du mouvement. Est-ce que pour vous, là, ce long métrage, c'est un peu une forme d'aboutissement justement de ce dont vous avez parlé dans les 2 autres courts-métrages? Bah, dans le premier court-métrage, j'avais surtout envie de parler du corps d'un homme. C'est un homme qui est corpulent, obèse et qui d'un coup va être sublimé par une jeune femme et il va redécouvrir, il va reprendre confiance en son corps. Elle voit dans ce corps, dans ce ventre de la natalité, elle voit des choses que sa femme ne voit plus à cet homme. Dans le second cours, c'était plutôt comment des adolescents vont jouer, vont jouir du fait de se blesser et de voir l'impact de leurs blessures sur leur corps. Ça les fascine. Et dans La Danse des renards, on est à un niveau encore supérieur. On est toujours sur un film sur le corps, sauf que ce n'est pas le corps qui fait souffrir, c'est l'âme, c'est l'esprit qui fait souffrir. Et donc, bon voilà, maintenant corps et esprit, ça fonctionne ensemble et j'avais vraiment envie de parler de psychosomatique.
Ça m'intéressait parce que c'est pas un sujet qui était fort développé en cinéma, parce que le psychosomatique, il est invisible et donc j'ai dû trouver des parades, d'une certaine manière, pour rendre visible l'invisible et donc voilà et on arrive quand même dans un film qui est au final assez charnel et donc évidemment un film de boxe, un film où l'animal, même la bête, a une très, très grande place et donc voilà. Et justement, avant de rentrer à l'intérieur vraiment de ce film, moi, enfin, que j'ai adoré, d'ailleurs, je tenais à vous le dire, que j'ai adoré. Euh, Forcément, le titre, et je pense qu'on on vous en parle, La danse des renards, un peu l'explication de ce titre-là. Moi, je me suis questionnée, je me suis dit déjà, qu'est-ce que le renard en tant que animal juste symbolisé? Voilà, je me suis juste dit, voilà. Et en fait, je suis tombée sur une simple définition qui me disait tout simplement, le renard symbolise la ruse, l'agilité et l'intuition. Et je ne sais pas si c'est voulu de votre part ou non, mais je trouve que c'est des adjectifs qui vont très bien avec la boxe. Oui, tout En à fait, fait. tout simplement aussi. Je sais pas si ça avait un sens aussi avec, si j'ai voulu trouver du symbolisme dans quelque chose ou pas. Oui, en tout cas, tout le monde prend enfin, tout le monde prend ce qu'il veut dans cet animal. Moi, là où l'animal, il était important, c'est que j'aime le cinéma social, j'aime le cinéma réaliste, mais j'aime aussi tous les éléments du réel qui rendent la vie étrange, poétique, mystérieuse et parfois même fantastique. Et la manière dont j'utilise l'animal, ça me permet d'alimenter tous ces adjectifs. Et puis, il y a une autre chose que j'aime avec l'animal, c'est qu'il m'apporte de la bestialité, de la chair, du sang, parfois des cadavres, car l'animal est mis à mal dans l'histoire. Il subit aussi sa propre narration. Et donc, du coup, et je trouvais que tout ça allait bien avec l'état d'angoisse du héros. Oui, et puis c'est aussi, le renard un fil conducteur du film parce qu'on le voit en fait tout au long du TIF, apparaître, que ce soit, vivant ou mort comme vous le dites. Et il y a un peu, j'ai l'impression cette, heu, une sorte quand il apparaît au bout d'un moment du film comme une renaissance ou un peu, une forme de cycle qui recommence et qui va changer. Je sais pas si Mais généralement, les apparitions de l'animal ont un écho avec l'amitié des deux personnages principaux. Comme c'est quand même un grand film sur l'amitié avant tout, mais cette amitié se dilite, elle se déconstruit, elle se reconstruit par moments, et l'animal vient toujours faire écho à ces grands moments, le moment de rejet du personnage. Même le renard va rejeter le héros à un moment donné quand il essaye de caresser l'animal. Le renard, euh, le renard ne veut pas être touché, il va le regarder au loin. Il le regarde au loin, il jette un regard, et un regard qui est assez présomptueux, donc qui dérange Camille. Donc souvent, je me sers même quand l'animal est mis à mort. Cette amitié aussi peut être mise à mort. Donc l'idée, c'est pas de faire des liens évidents, mais c'est que voilà, le drame du renard est un peu le drame aussi de cette amitié. Et au final, ces deux jeunes hommes, ils ont une espèce de ils jouent avec l'animal. Il y a un rituel autour de cet animal. Il y a le rituel de l'arbre à viande. Et ce rituel permet de nourrir l'animal. ouais, tout à fait. Et puis, il y a aussi ce rapport avec la mort, quand on le voit de mort aussi au bout d'un moment du film, en plein milieu, où justement l'amitié se fragilise entre Camille et Matteo. Et justement, en parlant de cette amitié, donc Camille qui est interprétée par Samuel Kircher et Matteo par Faisal Anaflouche, euh, comment vous avez décidé de travailler avec eux et comment aussi vous avez essayé de créer ce lien? Est-ce qu'il y a eu une façon pour vous d'emmener les 2 à se côtoyer? Comment vous avez créé ce lien? Ah, d'abord, ça s'est fait en casting. Donc évidemment, Faisal est rentré avant Samuel dans le casting, puisque Faisal faisait partie de la salve des boxeurs. Et puis vraiment sur le tard, on y a ajouté quelques acteurs plus confirmés. Puis on les a associés très vite l'un et l'autre. Puis il y avait une belle solidarité. Au casting, ils savaient qu'ils étaient un binôme, qu'ils allaient réussir à deux. Ils se sont bien entendus. C'est chouette d'avoir un boxeur, un acteur, un non-boxeur, acteur. Donc évidemment, ils avaient quelque chose à aller chercher l'un avec l'autre. Et moi, je les ai poussés à collaborer. J'ai poussé Faisal à aller combattre avec Sam. J'ai poussé Faisal à aller aux entraînements avec Sam. Sam a aidé Faisal dans certaines scènes où des fois je demandais, ce serait bien que tu lui montres, pas que tu lui apprennes loin de là, mais que vous bossiez ensemble ces moments-là parce que c'est un peu plus faible et tout ça. Donc il y a eu une belle collaboration. Puis il y a eu toutes ces répétitions avec le groupe. Donc voilà, ils étaient quand même assez fort habitués l'un et l'autre. Puis beaucoup de respect mutuel. Deux gamins quand même assez bien éduqués, qui ont les pieds sur terre, qui sont pas dans l'intellect, qui sont rationnels. Donc voilà, même s'ils viennent de milieux
sociaux complètement différents et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils partagent quand même beaucoup de choses, déjà même ces longs cheveux crôlés, bouclés, on dit en français. Mais rien que ça, tu vois, et puis ces regards, toujours des regards intenses, comme pourrait l'avoir l'animal, hein. Parce que le renard, c'est toujours un animal qui, même s'il vous fuit, va toujours vous regarder au loin. Il veut quand même bien comprendre ce qui fuit. Et donc, moi, j'ai l'habitude de cet animal parce qu'il est très présent dans ma vie et dans ma ville. Et donc, je suis habitué à en croiser, puis les voir s'éloigner, puis les voir me regarder au loin. J'aime bien ce regard, celui qui est distancé. Parce que voilà, on sait que ni l'un ni l'autre ne pourra porter préjudice à l'autre, mais on peut se regarder, quoi. Et ça me plaît bien. Parce que quand vous décidez de faire un film aussi sur la boxe, parce que c'est aussi, on parle aussi d'un sport, euh, est-ce que c'était aussi une volonté de montrer des corps en action dans un sport qui est réputé pour être un sport, comme vous dites, où il y a beaucoup de respect mutuel, beaucoup de... Enfin, c'est un sport qui paraît assez brut, parce qu'il y a des coups, il peut y avoir du sang, mais est-ce qu'il y a il y a quelque chose derrière aussi quand vous traitez de la masculinité, le fait de justement ne pas montrer sa fragilité dans un monde un peu... Et la base même de la boxe, c'est que si vous avez une douleur, par exemple, vous êtes frappé au foie, et que vous avez mal, il faut cacher votre douleur. Parce que si l'adversaire comprend que vous avez une douleur au foie, il retapera dans votre foie, il peut vous amener au chaos. Donc, le boxeur doit toujours cacher sa souffrance ou sa douleur. Et puis, même la douleur, c'est normalisé en boxe. Ça fait partie même d'un sport de contact. Dès le moment où il y a contact, il y a de la douleur. Maintenant, c'est le paradoxe du film. Le héros est le meilleur techniquement, il est habitué à la douleur, et pourtant, il ne supporte pas une douleur qui est psychique. Ça, c'est le plus grand paradoxe. C'est dès le moment où la douleur, il ne la comprend pas, il ne la supporte pas. Et c'est assez souvent comme ça. Dès le moment où vous ne comprenez pas l'origine d'une chose, elle vous insupporte. Et vous rentrez dans une quête de compréhension. C'est toute la base du film. Et c'est ce qui engendre et fait que c'est plutôt un récit d'initiation qu'un coming of age, dans le sens où, même s'il apprend à grandir, mais il apprend à grandir dû à un élément qui l'a perturbé et qui est ce problème psychosomatique, ou on va dire cette douleur fantôme. Et comme vous dites, c'est vrai que moi j'ai été étonnée parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout au cinéma, enfin de montrer une douleur qui n'existe pas pour les autres, mais qui en fait est très interne. Hem, qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ce sujet-là? C'est surtout que c'est dur au cinéma de filmer l'invisible et le psychologique, la maladie mentale, la santé mentale, c'est souvent des choses qui sont en nous, qu'on peut traiter que nous-mêmes. C'est des choses qui sont au final assez, de l'ordre de la métacommunication, donc et donc moi je voulais filmer ça et donc j'ai dû trouver des trucs pour lui donner un peu de corps, un peu de chair à cette douleur. Donc par exemple, un bon exemple, c'est que ce personnage, dès le moment où personne ne le croit, dès le moment où on ne croit pas en sa douleur, eh ben, il va se faire du mal, il va s'auto-blesser pour montrer, voilà, je suis prêt à accepter ces marques-là, cette douleur-là que je m'impose, mais please, s'il vous plaît, croyez, écoutez-moi, croyez en ma douleur. Même si je ne peux pas vous l'exprimer, je ne sais pas. On lui demande, mais c'est quoi que tu ressens? Ben, ça brûle. Il n'arrive jamais vraiment à dire ce qu'il ressent. C'est vraiment compliqué pour lui. Parce que c'est aussi, je pense que c'est une sorte de tabou aussi dans le milieu sportif, peut-être de dévoiler aussi c'est une fragilité, une sorte de faiblesse peut-être Et de... dans la grande masculinité, donc dans la grande virilité, oui, c'est pas si facile que ça de communiquer sur ses blessures, étant donné qu'on peut être moqué. Moi, j'ai une tendance quand même, quand je suis blessé, je le dis, parce que je veux bien faire comprendre aux gens que je suis pas à 100% et qu'il y a des choses que j'arriverai pas à faire. Mais de temps en temps, ça m'arrive. Je me suis plaint la semaine dernière, comme je fais énormément de sport, par exemple, et que mes sports sont antagonistes l'un des autres. C'est-à-dire que je fais un sport qui est pas bon pour un autre et donc au final, je me mets à mal et de temps en temps, j'ai envie de dire: «Bon là, ça va vraiment pas». Je me dis: «Merde, j'ai pas envie d'une énième fois avoir un prétexte, une excuse», donc je ne dis rien. Mais là, ça reste de l'ordre de la lésion physique. Quand c'est mental, je pense qu'on devrait tous en parler. Maintenant, dès le moment où vous parlez d'une faiblesse, qu'elle soit une dépression, une déprime, un état de tristesse, c'est souvent vu comme quelque chose de pénible. On n'a pas envie de commencer à écouter quelqu'un qui va se plaindre de ces maux voilà, de la vie, du temps, donc ouais, ça peut être plus compliqué. Alors qu'il suffit juste de tendre une oreille, des fois ça dure 5-10 minutes
Hier, j'ai eu une conversation avec un directeur d'un programme de financement qui m'avait aidé. Et j'ai senti qu'il était vraiment mal et il a dû parler de ces mots. Et j'ai écouté. J'étais en festival, j'avais envie de faire autre chose. Mais de temps en temps, on doit donner l'oreille comme d'autres vous donnent l'oreille. Ça reste un jeu de passe, hein, chacun son tour, quoi. Mais justement, ça, c'est quelque chose qui, en fait, dans le film, il n'y a pas vraiment. Du coup, cette écoute, parce que même la voix des personnes qu'on écoute le plus, c'est-à-dire celle des médecins, même les médecins lui disent, en fait, tu n'as rien. Ce que tu as, on ne peut pas Non, l'expliquer. et puis on demande toujours un soutien. Est-ce que tu veux un soutien pédagogique? Est-ce que tu veux la psy scolaire? Tu devrais aller voir un psychologue. Je vais parler à ton entraîneur. Ça, c'est le monde adulte qui normalise très fort les choses. Lui, il veut être écouté par les jeunes. Il n'y a que Yas qui l'écoute d'une certaine manière parce que lui l'écoute aussi. Étant donné que lui écoute Yas jouer cette trompette, elle, de manière réciproque, elle va l'écouter et elle va écouter ses mots. Je ne sais pas si elle les comprend par contre, mais le fait de pouvoir lui en parler, d'avoir une jeune de son âge qui l'écoute, ça lui fait comprendre des choses par rapport à lui-même et ça lui fait surtout comprendre que les médecins ont peut-être raison et que peut-être tout est psychologique. Peut-être que ça n'existe pas. Puis on a cette scène très dure où il se fait du mal, il appuie sur sa douleur en se disant que tout ça n'est pas possible, tout ça n'existe pas. Oui, parce qu'on lui induit aussi de le faire. On lui dit, il faut te forcer pour que cette douleur, elle passe. Les sportifs, c'est comme ça. Mais justement, c'est intéressant parce que Yas, qui est joué interprété par Anna Eckel, hem, c'est le seul personnage vraiment féminin, en fait, de ce film. Hem, Parce que alors, je pars dans une analyse, hein, mais est-ce que c'est parce que, selon vous, selon toi, dans cet internat, c'est vraiment une femme une jeune fille, qui est capable d'écouter un homme et pas un homme qui est capable d'écouter un autre homme sur sa douleur? Non, c'était pas vraiment l'idée. Mais déjà, j'étais dans un internat de garçons. En tout cas, c'est une classe de garçons et tout ça. Donc, j'avais imaginé une classe. J'avais envie d'un beau personnage féminin, mais j'avais pas spécialement besoin d'un personnage par une relation amoureuse qui allait sauver ou désolidariser le personnage masculin de son groupe de potes, ou qui allait par une sorte de surmaturité lui expliquer la vie, non. Au final, Yas, elle est un peu comme les autres garçons. Elle a un rapport au sport assez brut. Elle voit en lui beaucoup de talent, mais c'est juste qu'elle l'écoute. Elle l'écoute parce que lui a pris la peine de l'écouter. Puis l'un comme l'autre, ils transgressent, ils vont dans la forêt, ils vont vivre des choses dans cette forêt. La forêt qui est un peu la douceur hein, dans le film, c'est un peu le côté un peu fable du film. Voilà, ils se trouvent un peu par hasard et elle se retrouve à être l'oreille qui va l'écouter. Puis aussi, elle est en dehors de son milieu, elle n'est pas boxeuse, elle est taekwondoïste. Donc c'est une combattante, mais elle est touchée par lui, quoi. Et voilà, parce que d'une certaine manière, lui, il découvre sa sensibilité et il se projette en elle parce qu'elle est sensible de par sa musique. Au final, c'est la musique qui les a connectés. Oui, tout à Et fait. c'est pas le fait d'être une femme, Mmh. spécialement. Ça aurait pu être un garçon dans cette histoire qui aurait fait de la musique. Moi, ce que j'avais besoin, c'est un endroit où, d'un coup, Camille puisse s'arrêter de penser et écouter. Et que cette personne-là allait apprécier ça et lui donner son oreille. Maintenant, j'avais envie quand même d'un personnage féminin dans le film. Donc, voilà, naturellement, j'ai décidé que ce serait Yas. Et beh, justement, je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, moi aussi, je vois la forêt donc comme un espace de liberté parce que déjà c'est très grand, mais c'est intéressant parce que dans le film, il y a une opposition ou une dualité où en fait, il y a donc un grand espace avec, la forêt, donc là où justement comme tu dis, il y a ce truc où les 2 ils créent un lien, ils créent une écoute et en même temps, de l'autre côté, il y a l'internat qui est très enfermant, où, bah, en fait, c'est là-bas qu'il se passe où lui se fait du mal, c'est là où il y a ses cauchemars aussi, ses cauchemars très intenses. Donc il y a aussi un peu une volonté de séparer 2 espaces, par la grandeur, par la liberté et par, l'enfermement dans l'internat, dans ta façon de filmer, Ouais, mais représenter les choses. oui, peut-être, mais c'était surtout l'idée d'avoir un contexte très réel et un contexte beaucoup plus poétique. Et donc, et de mélanger les 2 et puis c'était aussi l'idée que ce contexte très réel qu'est le huis clos de l'internat soit vraiment hors du temps, hors du monde des adultes. On est un peu perdu comme ça dans cette forêt. Quand ils s'éloignent et qu'ils arrivent à la carrière, on est dans des décors qui sont presque surréalistes, tu vois? Oui, parce que ces ados, en fait, quand ils marchent, ils n'arrivent pas à la ville. Ils arrivent de plus en plus dans les profondeurs, de la forêt et
ça devient de plus en plus intriguant, même au moment de la chasse et de la course-poursuite. On est dans une forêt qui est comme ça, infinissable, et ça, clairement, ça vient un peu casser avec le réel. C'est quand je te parlais d'une fable, ça vient amener la fable. C'est comme si cette école, ils étaient seuls au monde. Oui et puis il y a aussi, au bout d'un moment, un tel enfermement dans son propre groupe d'amis, en fait, où il est totalement rejeté et ça m'emmène à une scène, qui moi m'a marquée, je trouve était une très belle scène et je voulais aussi avoir ton avis dessus et surtout sur la façon dont ça a été filmé, où du coup elle joue de la trompette après avoir pris un coup, après avoir donné un coup de boule à Sam, non je oui, c'est Sam? Ah, Jeff. À Jeff, LPF dans le film. oui, c'est ça, où il monte du coup en haut des toits, et Camille la filme et elle est en train de pleurer, en train de jouer de la trompette. Est-ce que moi j'ai trouvé cette scène magnifique parce que je trouve que c'est peut-être la seule respiration, une des Quand rares. elle joue, généralement, il y a de la Ouais, respiration. exactement. C'est les seuls moments de respiration que je me suis permis au scénario parce que la musique me le permettait. Mmh. Et c'était une volonté dès le départ de faire une scène, comme ça, un petit peu hors du temps, au-dessus des toits avec, parce que de base c'était Mais pas. ce que moi j'aime dans cette scène, c'est deux choses. C'est que déjà, elle connecte la forêt au bâtiment. On se rend compte qu'on est vraiment perdu dans la forêt et donc que cette forêt est réelle. Et puis l'autre chose que j'aime, c'est que ce personnage, elle va jouer de la musique en souffrant. Parce que sa lèvre est blessée. Et malgré tout, elle prend du plaisir, elle a envie de faire ça. Elle pleure, ça la fait souffrir. Et lui, il se rend compte à ce moment-là que lui, il n'aime pas faire ce sport en souffrant, que sa souffrance, et donc il y a un paradoxe entre eux, parce qu'il pourrait être blessé et continuer à prendre du plaisir, comme moi je peux en prendre quand je joue au foot, malgré que voilà, je suis plus vieux, que je suis plus lent, que je n'ai plus la même puissance. Mais lui, en fait, ça l'insupporte. Donc, ça fait partie des étapes de compréhension dans son cheminement, quoi. Tandis qu'elle, loin de là, elle veut jouer, elle veut faire son concours, même si elle va être handicapée. Parce que voilà, il n'y a rien à faire, mais pour souffler dans une trompette, quand vous êtes ouvert, ah, c'est extrêmement douloureux, quoi. Et j'aimais bien ce moment, je le trouvais un peu, voilà. Puis il y a ces oiseaux, Ouais, tout à fait. c'est pas mal. Puis ça part aussi, moins et il y a cette, non, j'ai adoré cette scène, je l'ai trouvée mais comme vous dites, c'est vraiment pour moi le moment de respiration pendant un peu un chaos intérieur de Camille, je trouve, à ce moment-là du film et je trouve alors là, c'est la vision que j'ai eue. J'ai l'impression que de la part, donc à ce moment-là où il se rend compte qu'en fait, ce sport-là, en étant douloureux, n'est plus c'est plus une envie, enfin, c'est plus quelque chose qu'il aime. Est-ce que, enfin, j'ai l'impression que c'est une les autres, les jeunes, ont une espèce d'esthétisation, glamourise un peu. Tu sais, elle a l'énorme cicatrice qu'il a là, tout le monde a envie de on peut regarder, la toucher, waouh, c'est incroyable et en fait, lui, il y a un peu ce rejet, j'ai l'impression de mais en fait, les gens, ils m'aiment juste parce que, je suis fort à la boxe, mais par contre, quand je suis blessé, on me dit que je suis peureux, que j'ai plus envie de revenir, sur, le ring et cetera. Ouais. Ce qui était intéressant, mais là, on revient vers un peu les reliques de Titan, hein. Mmh. C'est que voilà, dès que vous êtes marqué, que votre corps est blessé, bah, voilà, ça fait un peu badass, ça marque. Lui, en plus, il revient à l'école, 2 semaines avant d'être totalement rétabli. À un moment, même si on comprend pas très bien, on le traite de mutant et voilà, il est constamment dans toute la codification de la puissance et en fait, cette cicatrice, alors que cette blessure, au final, est assez superficielle, elle n'engendre rien de problématique. Bah, lui, d'un coup, il va lui donner une importance totale. Il va se projeter dans cette cicatrice. Il va penser que elle est le résultat du pourquoi il n'arrive plus à utiliser ce bras. Et donc évidemment, tout le monde aime cette blessure, tout le monde aime regarder ça, tout le monde trouve ça beau, alors que lui, c'est un objet de souffrance. Mais c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que moi, j'ai une cicatrice, donc suite à mon accident à moi. D'accord. Voilà, et donc je me suis aussi inspiré de cette... on trouve souvent ça l'est, et les autres aiment ça, mais je pense pas que les autres aimeraient avoir ça sur leur corps. Mmh. C'est souvent du fantasme. Oui, parce qu'il y a juste comme vous disiez, l'aspect psychologique derrière qu'on ne voit pas aussi. Et puis c'est une marque de ce qu'on a vécu. Et c'est pas souvent agréable, en fait, de se rappeler de ce genre d'événement, surtout très jeune. Hem,
je voulais parler, avant de parler de la fin, la relation entre Matteo et Camille. Alors, j'ai l'impression que peut-être des personnes vont voir de la jalousie entre les deux. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression qu'il y a plus une volonté de vouloir se tirer vers le haut, même au moment où finalement Camille, au bout d'un moment, reprend la place de Matteo quand il aurait pu faire une carrière. Comment vous imaginez vous avez imaginé leur relation évoluer? Non, moi, je voulais partir d'une amitié fusionnelle, mais dans lequel il y a quand même des intérêts. Matteo a des intérêts dans la réussite de Camille. Camille a des intérêts à rester avec Matteo. Parce que voilà, Camille est taciturne, Matteo est sociable, solaire. Il a besoin de lui, c'est le liant au niveau de son bien-être à lui. Parce qu'ils ont des intérêts communs et ils sont fusionnels. Le problème, c'est que Camille, d'une certaine manière, il a commencé cette amitié avec Matteo pour les mauvaises raisons. Parce qu'il était dans la recherche de puissance, de se défendre. Il était dans une cause vitale, quoi. Dès le moment où l'amitié commence, dès le moment où Camille ne représente plus la puissance, la force, le talent, ça devient complexe pour Matteo, parce que Matteo ne reconnaît plus son ami. Et ça devient complexe pour Camille, car il devient enfin lui-même, et en devenant lui-même, il se rend compte que Matteo s'éloigne. Donc on est dans quelque chose de toxique. Et j'avais besoin de montrer que voilà, c'est une amitié très forte, mais de temps en temps, certaines amitiés ne se construisent pas spécialement sur les bonnes bases, surtout à l'amitié. Et cette amitié-là, elle va légèrement mourir. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de quand deux êtres humains se sont construits, peut-être pendant 8, 9, 10, 1 ou 2 ans, elles ont vécu quelque chose et elles doivent être fières et heureuses de ce qu'elles ont vécu. Même si ça a été un peu toxique, je pense pas que c'était totalement le cas dans leur cas. Et donc, elles doivent se dire au revoir. Et c'était pour moi important dans le film qu'au final, ça se finisse bien, même si on sent que cette amitié ne résistera peut-être pas autant. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire, donc cette fin, en fait, où c'est un au revoir, j'ai l'impression plus qu'un tout à l'heure, c'est vraiment un au revoir, parce que j'ai l'impression qu'il y avait, chez Matteo une admiration, Ouais. vers Camille. Il y avait cette admiration de, en fait, tu plus fort que moi dans la boxe, en tout cas, parce qu'on apprend dans l'histoire qu'en fait, c'est Matteo qui a emmené, Camille aussi, dans la boxe quand ils avaient 8 ans, En fait, c'est Matteo qui, d'une certaine manière, faisait de la boxe. Et Camille était fasciné par lui et avait besoin apprendre à combattre pour se protéger d'une chose peut-être d'un père, on ne sait pas vraiment, en tout cas d'une violence inhérente. Et évidemment, oui, donc d'une certaine manière, c'est Matteo qui l'a amené là où il est. Il y a toujours la fierté d'avoir découvert quelque chose. hem Donc, je voulais maintenant vous demander, c'est une question qui me turlupinait, à la fin, enfin, quand vous avez fait donc ce premier long métrage, hem, est-ce que ce sujet de la masculinité du corps, c'est encore un sujet que vous avez envie d'aborder dans de prochains, longs métrages, ou vous pensez avoir faire le tour? On fait jamais le tour, mais d'avoir Ouais. fini peut-être avec ce chapitre en tout En cas? tout cas, ce sera plus un sujet en première teinte, première texture. OK. Maintenant, dans mon prochain film, où je développe plutôt la trentaine, cet âge où on est entre deux choses, on peut être encore un enfant ou un père de famille, on peut être un chômeur ou un chef d'entreprise. J'aime bien, moi, cette idée de cet âge-là. Et évidemment, je vais jamais m'inscrire dans des représentations du masculin puissant, fort. J'aime bien jouer, là, par exemple, dans ce que j'espère dans mon personnage, parce qu'il n'existe pas encore en chair, mais j'espère un mec assez costaud, trapu, charismatique, limite, pourquoi pas grand, avec, et pourtant qui n'a aucune confiance en lui. J'aime bien encore travailler les représentations, montrer des personnages, des garçons, des filles un peu différents. Bah, en final, des profils qu'on voit dans la vie de tous les jours, mais un petit peu moins au cinéma. Vraiment représenter aussi, tout à fait. En Et tout cas, jouer sur les représentations, ça m'amuse beaucoup. Et en fait, c'est pas que ça m'amuse, c'est que je trouve ça juste. En oui, fait, d'arriver à nous quand montrer c'est... des gens beaux, des gens parfaits, des Oui, mais c'est gens même pas une question de beauté. Je m'en fous un peu de la beauté, pour être honnête. Parce que moi, je trouve juste, c'est de montrer des gens incohérents, mmh? ou qui ont des toutes petites voix, qui sont gigantesques, qui ne rentrent pas dans le cliché. Je fais que fréquenter ça et j'aime bien, ou des bonhommes qui, en fait, ont un rapport, ou un rapport hyper doux avec leur maman ou avec leur grand-mère. Enfin, je sais pas, mais
des choses qui sont organiques. En fait, on se rend compte que quand on casse un peu avec les représentations, au final, on crée des choses qui sont finalement surprenantes, mais assez réalistes. Et pour le spectateur, en tout cas, ouais. Euh, Regardez Camille et Mathéo, ils sont un peu badass dans le film, mais ils ont un physique qui, au final, est assez féminin. L'entraîneur Jean-Baptiste Durand, bon, oui, j'avoue, il a une certaine gueule, mais il est tout. Excuse-moi, Jean-Baptiste, mais il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud, alors que c'est un prof de boxe, mais on y croit quand même. Parce qu'être prof de boxe, c'est pas être le plus grand, le plus costaud. Être prof de boxe, c'est une attitude, c'est une manière dont comment on gère les gamins. Donc, tant que vous respectez en fait les normes et les codes, vous n'avez pas besoin spécialement de filmer la personne qui rentre dans ce moule-là et tout ça. Ça, moi, j'aime bien jouer avec les représentations. Et puis je trouve que ça se voit vraiment aussi dans Camille et Mathéo, pour le coup. Même je trouve que parallèlement à ça, ils sont même très doux entre eux. En fait, Oui, les deux oui, ils ensemble se prennent dans sont. les bras, Oui, oui, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment un truc où vraiment. romance, ouais. Ouais, exactement. Et Euh, même le personnage de Yas, moi, j'ai beaucoup connu dans mon adolescence des filles qui nous remettaient à notre place, qui se laissaient pas draguer comme ça, qui avaient de la tchatch. Et voilà, moi j'avais envie d'avoir un personnage comme ça. Elle reste une très jolie fille, mais elle a une grosse voix, elle se laisse pas faire, elle fait du taekwondo, elle a du caractère, elle a pas besoin d'être avec toutes ses copines tout le temps. Elle est pas dans le gossip constamment, elle fait sa vie, quoi. Et puis, soudainement, elle joue de la trompette au milieu de la forêt, alors que c'est une combattante. Pourquoi et pourquoi pas? c'est pas cliché, quoi. On n'est pas tombé sur. Et moi, je pense que c'est pas que c'est pas cliché, ça peut être surprenant, mais c'est possible. C'est pas bizarre. Tout à fait. Je suis d'accord. Voilà, c'est ça que. Voilà pourquoi d'un coup on se prend d'affection pour un objet comme une trompette ou d'autres instruments. On ne sait pas, en fait. Ça fait partie des hasards voilà, de comment on grandit, quoi. Et je voulais vous demander, enfin, te demander quand tu es passé de court métrage à long métrage, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu, enfin, qui t'a bouleversé en passant, quand je dis bouleversé, c'est dans le sens qui t'a peut-être étonné dans la façon, enfin, qui t'a proprement étonné de toi-même en passant d'un court métrage à un long métrage ou. Oh, moi, j'ai trouvé ça assez similaire comme exercice. OK. Voilà, c'est un peu plus long à écrire, mais pour arriver à une bonne structure de court métrage et une bonne structure de long métrage, ça demande pas tellement plus de temps. Plutôt une question de financement qui est plus long. Mais c'est surtout l'œil du spectateur, l'œil des autres. Dès le moment où vous faites un long métrage, vous avez l'impression d'avoir fait un vrai film, alors qu'un court métrage, c'est pour jouer, j'ai l'impression. Ça, je trouve ça un peu dommage de temps en temps. C'est qu'il y a une telle considération pour la durée longue et pas pour la durée courte. Voilà, ça c'est un petit peu dommage parce que certaines histoires ne peuvent pas se raconter en 90 minutes. Donc, mais moi je trouve que là, la différence, elle est impressionnante, quoi. La considération, une fois qu'on fait du long, c'est dithyrambique par rapport à la considération qu'on a quand on fait du court. Heureusement, il y a plein de festivals qui existent et qui mettent le court-métrage en avant, mais sans ça, c'est déprimant, quoi. Ouais. Parce que c'est un Je suis travail d'accord. gigantesque, le court-métrage. Je sais pas si vous en faites, mais Oui, puis enfin, je suis d'accord avec vous, il y a pas forcément une volonté des fois de faire un film de 1h30 pour parler de quelque chose, où on peut en parler, en 10 minutes, 1 minute, je comprends tout de à temps en fait. temps, il y a des longs, ils sont un sujet passionnant, ils traitent d'une chose géniale, mais ils sont juste tirés en longueur et ça fait de mauvais films alors que tout était bon dans le film, la mise en scène, les acteurs. Je vais pas citer des films, mais il y a quand même beaucoup d'exemples, quoi. Tout à fait. Et pour finir cet échange, nous, on a un petit rituel, c'est de vous demander, le mot, pour définir votre film. Si vous avez un mot, pour définir, La danse des renards. Nerveux, Nerveux. c'est nerveux. Bah, parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas, un plaisir Eric Arnaud de nous d'avoir été avec nous et puis, Ciao. ça sort en salle mercredi prochain. Le 18 mars.